Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jérôme Palazzolo, docteur, donc psychiatre à Nice, qui est spécialisé en TCC et en psychopharmacologie. Il a écrit de nombreux livres sur la schizophrénie, l'anxiété, sur l'insomnie notamment, et il participe à de nombreuses conférences. Et dernièrement, il en a fait une sur la résilience. Et c'est de ça dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir accepté mon invitation Avec et plaisir. et de nous parler aujourd'hui de la résilience, qui est un sujet d'actualité, je crois, qui nous interroge beaucoup. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la résilience? Alors effectivement, en fait, la résilience au départ, c'est un terme qui est utilisé en physique, qui caractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. Alors en fait, la résilience, le terme a été un peu dévoyé au niveau psychologique, et concrètement, on peut considérer la résilience en tant que capacité pour un système donné de surmonter les altérations provoquées par un ou des éléments perturbateurs, tout ça pour retrouver son état initial et ou un fonctionnement normal. Alors ça, c'est la définition, c'est peut-être un peu compliqué, mais concrètement, dans les faits, c'est un processus qui est assez basique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène qui est compris comme déjà un processus interactif, un processus qui est tributaire des atouts individuels de la personne, mais également du contexte, y D'accord. compris physique, relationnel, etc., et qui va se manifester en situation de stress aigu ou chronique. Donc, en gros, si on veut résumer les choses en un proverbe, on va dire, eh bien, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un peu ça, la résilience. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a une seule forme de résilience ou il y en a plusieurs? Et tu sais, je pense qu'il y a autant de formes de résilience qu'il y a d'individus. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de retrouver son mode de fonctionnement initial suite à un D'accord. traumatisme. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire que la personne, entre guillemets, s'en sorte au mieux. Donc l'objectif, ça va être, alors à partir du moment où on travaille avec la personne en thérapie, par exemple, eh bien de lui proposer des outils adapté à elle, adapté à son mode de fonctionnement pour lui permettre de retrouver son état initial. D'accord, OK. Merci beaucoup. Et dans cette résilience, est-ce que tu as pu remarquer qu'il y avait des étapes? Est-ce que, par exemple, reconnaître le fait qu'il y ait eu cette souffrance, c'est indispensable? Et c'est un point important, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de la résilience, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que déjà, la problématique commence même avant le choc émotionnel ou physique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans ce domaine-là. Et par exemple, on s'est aperçu que quelqu'un qui dispose d'attachements sécures, de liens affectifs forts et sécurisants, aura beaucoup plus de chances d'être résilient face à un choc. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir la capacité à résoudre les problèmes. Alors moi, je fais ce qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives. Dans les TCC, c'est comme ça qu'elles s'appellent, il y a tout un pan de la prise en charge où on travaille avec le patient justement dans le cadre de la résolution de problèmes. Et ça, c'est un objectif qui est très important, et quelqu'un qui sait résoudre les problèmes aura plus de capacité d'être résilient. D'accord. Ensuite, il faut aussi avoir une certaine confiance en soi, en sa propre capacité de rebondir dans ce cadre. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont mis en évidence le fait que lorsqu'on est empathique, lorsqu'on pense aux autres, eh bien, on a beaucoup plus de capacité de résilience. Et D'accord. enfin, eh bien, l'objectif, c'est aussi de savoir prendre de la distance par rapport aux événements. Ça, c'est un peu la base. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on arrive à prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive, automatiquement, on sera plus résilient. Donc ensuite, survient le choc psychologique, physique, environnemental, etc. Donc là, dans ce contexte, eh bien, c'est la personne qui va réagir avec ses capacités, c'est l'état de stress, d'accord. Donc là, on va parler de processus d'adaptation, de processus parfois de déni, de processus de recul, et c'est la période la plus critique. Donc, D'accord. dans cette période-là, l'objectif, ça va être d'essayer, dans la mesure du possible, d'entourer la personne, de la sécuriser, et puis de lui permettre aussi de s'exprimer.
par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que la dynamique de la parole est très importante. Donc c'est là où justement déjà une thérapie, alors pour le coup, quelle qu'en soit la forme, hein, il n'y a pas une thérapie qui sera meilleure qu'une autre. Il y a des thérapies qui ont été évaluées scientifiquement, d'autres qui ne l'ont pas été. Mais globalement, l'objectif, c'est de trouver le type de thérapie qui va correspondre à la personne, en tout cas qu'elle soit en confiance avec le thérapeute pour pouvoir s'exprimer, et alors par la parole ou même par un autre outil de communication, hein. Ça peut être aussi le fait d'écrire, le fait de s'enregistrer, etc. Mais en tout cas de s'exprimer sur ce qui s'est passé. Oui. Et après cette période de choc, l'objectif, ça va être d'essayer de donner du sens au drame qu'on a vécu, d'éventuellement partager son expérience, d'aider les autres. C'est-à-dire, on s'aperçoit que des personnes qui ont vécu, par exemple, un cancer, des personnes qui ont vécu des chocs émotionnels très importants, elles éprouvent ce besoin de s'exprimer, d'échanger avec les autres, d'apporter leur expérience. Et ça, c'est un point important. De se mettre dans des Et associations, par exemple. complètement, exactement, d'essayer de s'impliquer. Alors, attention aussi, hein, c'est bien de rentrer dans des associations, de s'impliquer personnellement, etc. Il ne faut pas non plus vivre qu'à travers de ça. Mmh. C'est très important, hein. Moi, je voyais en particulier certaines femmes qui ont été victimes d'un cancer du sein et qui participent à des associations, s'entourent de personnes qui ont vécu la même chose qu'elles, etc. C'est une très bonne chose et c'est une bonne démarche dans le concept de résilience. Mais il ne faut pas non plus être que là-dedans, hein. C'est Mmh. important aussi de faire des choses un peu à côté. C'est un point majeur. Et finalement, après cette période-là, notre vision des choses, là c'est vraiment la dynamique de la résilience, eh ben, va être différente. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement on n'a plus trop envie de perdre du temps. Alors perdre du temps au quotidien sur des ruminations, sur des éléments négatifs, sur des mauvaises pensées, sur des émotions qui nous envahissent. On va essayer aussi de s'investir beaucoup plus dans tout ce qui est relations sociales et des relations sociales qui sont épanouissantes. Donc l'objectif, c'est d'éviter au maximum tout ce qui est relations toxiques, hein, on en parle beaucoup actuellement, et puis d'essayer d'expérimenter, d'être dans l'expérimentation, de multiplier justement les expériences positives, hein, principalement. Donc on voit que finalement ce cheminement de justement cheminement personnel de tout ce qui est résilience, eh ben, c'est un élément qui est majeur et qui se fait dans la continuité. Ça, c'est vraiment l'élément principal. D'accord, OK. Donc finalement, si je comprends bien, tu nous dis que la résilience, on n'est pas déjà à la base, on n'est pas forcément tous égaux, là-dessus. Par contre, c'est quelque chose sur lequel on peut agir étant donné que ça dépend un petit peu, de notre contexte, de comment on est entouré, de comment on se sent au moment même aussi, hein, du drame ou du choc. C'est ça, si je comprends bien? Donc on a quand même un petit Complètement. peu la capacité, d'agir dessus. C'est bien ça? Alors complètement, et tu vois là, c'est un point qui est majeur, qui reprend une théorie de ce qu'on appelle la psychologie positive. Et dans cette psychologie positive, on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le triple A du bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est que le triple A du bonheur? Alors, le triple A du bonheur, en fait, eh bien, il y a trois A. Le premier A, c'est l'adaptation. Et c'est exactement l'adaptation, ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'en fait, les êtres humains, ils font preuve d'une grande capacité à s'accoutumer aux changements sensoriels ou physiologiques qui peuvent survenir. C'est-à-dire qu'en gros, on a tendance à s'habituer aux choses, hein. Et d'ailleurs, en TCC, on parle de processus d'habituation dans ce contexte, un peu de l'apprentissage, si tu veux. Mmh. Et donc, le problème, c'est que le bonheur, on a souvent tendance à s'y habituer. Quelque chose qui nous fait énormément plaisir, ça a vite tendance à devenir naturel, hein. Par C'est vrai. exemple, un beau coucher de soleil, c'est magnifique, c'est formidable. Bon, ben voilà, au mois de juin, juillet, quand il y a des magnifiques couchers de soleil, quand on en a vu trois ou quatre, on se dit, bon, ben ça y est, maintenant, ça va, j'ai autre chose à C'est la faire. norme. Donc, c'est ce processus d'habituation. Par contre, l'esprit est constitué de telle manière qu'on a souvent tendance à focaliser sur les éléments négatifs. C'est-à-dire que globalement, on a tendance à s'habituer au positif et à focaliser sur le négatif. Donc déjà, dans ce triple A du bonheur, le premier A, qui est le A de l'adaptation, eh bien, un point important à prendre en compte, parce qu'il faut que la personne, finalement, apprenne ou se force
à fixer son attention sur des éléments positifs, hein, et d'essayer, dans la mesure du possible, de ne pas s'habituer au bonheur. Et c'est un travail, hein, qui se met en place. Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment, qui sont pratiquées dans le domaine de la pleine conscience. Ben, on est en plein dans le contexte. Donc là, c'est le premier A. Le deuxième A, dans le triple A du bonheur, c'est le A pour action. C'est-à-dire que concrètement, il y a de nombreux travaux de recherche qui ont montré que on ne va pas naître heureux ou malheureux au départ. Par contre, on a la capacité de ressentir le bonheur en fonction de notre capital génétique quelque part. Alors, heureusement, les choses ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'on considère à peu près que ce capital de départ génétique détermine à hauteur de 50% notre aptitude au bonheur. Alors, qu'est-ce qui vient après? Eh bien, il va venir l'aspect environnemental. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est plus facile d'être heureux quand il nous manque rien que lorsqu'on a des difficultés, des problématiques environnementales, etc. Sauf que cet environnement ne rentre en ligne de compte que à hauteur de 10%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 40% qui vont être liés à notre capacité de nous mettre en action. C'est-à-dire qu'ils sont concrètement liés à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire plaisir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ressentir le bonheur? Et donc ça, c'est un point très important parce que ça veut dire que on va pouvoir agir. Alors, on revient sur la capacité de résilience, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on en devient acteur au travers de nos activités, de nos comportements, des choix et des attitudes favorables qu'on va pouvoir mettre en œuvre. C'est l'inverse de la fatalité, en fait, c'est ça? Et complètement, exactement, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'en gros, ben, on a quand même 40% de latitude pour pouvoir lutter contre ça, donc ce qui est quand même assez énorme. Et puis, le troisième 1, c'est le A pour attention. Alors, c'est quoi l'attention? Eh bien, en fait, on s'aperçoit que on souffre tous naturellement d'un certain biais négatif qui nous pousse à porter davantage attention aux stimuli négatifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est un réflexe acquis, qui est un réflexe archaïque, qui nous vient de quand on était dans la jungle et qu'on risquait de se faire bouffer par des prédateurs, ben on avait naturellement tendance à s'intéresser à ce qui posait problème. Eh bien, cette attention, ça rejoint un peu le premier A, hein, comme on l'évoquait, qui est l'adaptation. Ben, cette attention, on va essayer de se forcer à fixer cette attention sur des éléments négatifs. Finalement, dans cette équation du triple A, on dit presque que le bonheur, c'est une question de choix. Ça veut dire qu'en gros, le but, c'est d'essayer de mettre de côté l'attention négative et d'essayer de favoriser une attention positive. Et là encore, c'est quelque chose qui se travaille en thérapie, qui se travaille par l'expérimentation. Et je répète, souvent on parle justement de problématiques dépressives, de problématiques anxieuses, etc., etc. Eh bien, la résilience nous donne ce message qui, à mon sens, est un message fondamental, c'est-à-dire que ben, il n'y a pas de fatalité. Tu vois, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on a possibilité d'agir sur notre manière de fonctionner, sur notre manière de réfléchir, sur notre manière de ressentir des émotions pour essayer d'améliorer les choses. Ouais. Ben, merci beaucoup, c'est vraiment très enrichissant. J'ai encore une question. Est-ce que si on s'entoure de personnes résilientes, c'est quelque chose qui peut nous-mêmes nous aider dans notre propre résilience? Alors, bien sûr, ça va nous aider dans notre propre résilience, mais j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'avant de s'entourer de personnes résilientes, il faut déjà faire attention de ne pas s'entourer de personnes toxiques. C'est déjà la Ouais, base. ouais. Et ensuite, de voir bah, effectivement au niveau des personnes résilientes. Tu Mais veux dire qu'on est plus effectivement, fragile? Tu veux dire qu'on est plus fragile dans ce moment-là après un choc et que c'est ça? et complètement. Et puis, le fait de s'entourer de personnes résilientes, ben déjà, c'est bon pour soi, puisque comme on disait, dans la résilience, il y a toute l'étape de communication. Donc, c'est important d'avoir un échange bienveillant, une écoute bienveillante, et quelqu'un qui a déjà parcouru des choses problématiques et qui a cette capacité de résilience, ben, ça nous permet en gros de voir un peu le chemin à parcourir, c'est déjà un point important. Et puis, il y a une autre dynamique qui rentre en ligne de compte. Alors là, je reviens un petit peu aux fameuses TCC, qui est ce qu'on appelle l'apprentissage social. L'apprentissage social, c'est finalement ben, apprendre des autres.
C'est-à-dire que si il m'arrive un choc énorme, quelque chose de problématique, où je sens que le sol s'ouvre sous mes pieds, que le monde s'écroule sur moi, ben, le fait de voir quelqu'un qui a souffert, alors on n'est pas dans une comparaison, tu as plus souffert que moi ou j'ai moins souffert que toi, c'est pas le problème, mais de voir quelqu'un qui a souffert et qui a fait la démarche de s'en sortir et qui est résiliente, ben automatiquement, ça nous permet aussi à nous de dire, ben, comment il a fait, comment moi je peux mettre en application certaines stratégies pour essayer d'aller mieux. Ouais, comme on apprend par mimétisme finalement, sans en avoir conscience, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Et est-ce que alors moi j'ai lu que pour, la résilience, c'était vraiment bien d'être créatif. Est-ce que ça, c'est quelque chose que voilà, que tu confirmes? Alors, bien sûr, être créatif, mais être surtout, à mon sens, dans une dynamique expérientielle, hein. C'est-à-dire, c'est d'essayer de mettre en œuvre des choses qui permettent ben, de s'investir dans une dynamique. Donc, si on est créatif, alors que ce soit dans quoi que ce soit, hein, dans l'art, en peinture, en écriture, en Mmh. danse, en ce qu'on veut, ben, ça va nous permettre de nous investir dans une dynamique. Certains diront, c'est ce qu'on appelle un petit peu des points d'ancrage. Et c'est un élément très important. Alors effectivement, la créativité, bien sûr, mais j'aurais tendance à dire en plus la dynamique expérientielle. D'accord, OK. Est-ce que tu as une anecdote à nous donner sur la résilience? Est-ce que tu as pu constater quelque chose un jour qui t'a marqué là-dessus? Alors, au niveau anecdote personnelle, je t'avoue que j'ai pas grand-chose, et heureusement, parce que heureusement, j'ai jamais été confronté à des grands drames dans ma vie. Cela étant dit, je pense que moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est l'aspect sportif. Quand j'étais plus jeune, dans une autre vie, j'étais sportif de haut niveau. Et dans le sport, bah, effectivement, on est dans un contexte où on est obligé d'être résilient. Parce qu'on va se préparer pour une compétition, ça se passe jamais comme on le souhaite. Finalement, on avait prévu de faire un certain score, à un moment donné, on le fait pas, etc., etc. Et finalement, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que sans être non plus dans une dynamique philosophique ou autre, mais de voir que parfois, certaines choses qui ne nous arrivent pas à l'instant T, ben finalement, c'est plutôt une bonne chose a posteriori. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que concrètement, ben, je voulais absolument faire une carrière dans le sport, ben, j'ai pas pu le faire. Donc, ça m'a permis de me réorienter et de faire médecine. Donc, finalement, ben, j'y ai pas trop perdu. Quand j'ai fait médecine, mon rêve, c'était de faire chirurgie. Et quand j'ai passé le concours de l'internat, qui est un concours national, ben, j'ai pas été assez bien classé. J'ai fait psychiatrie. Donc, je me suis dit, ben, je vais repasser le concours pour faire chirurgie. Et finalement, je me suis aperçu que la psychiatrie, c'est ce qui m'intéressait le plus dans ce cadre-là. Voilà. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous arrivent, qui sur le moment apparaissent comme vraiment problématiques et qui peut-être dans un second temps vont être une chance pour nous. Alors attention, tout est relatif, hein. Je répète, j'ai jamais connu de drame majeur, mais dans cette optique, c'est quelque chose qui est important. Et on me disait, voilà, la mentalité un petit peu du sport nous apprend à ça, parce que concrètement, dans le sport, même si on est au plus haut niveau, on n'est jamais champion du monde à vie. Donc, quelqu'un qui est champion du monde, il y a toujours un plus jeune, un plus fort qui va venir. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de préparer, d'anticiper ça. Et avant même de rentrer dans une carrière sportive, on sait d'emblée qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et qu'on va se faire battre. Ben, rien que ça, déjà, ça permet de réfléchir un peu à certaines C'est choses. ça. Ouais, ça permet l'acceptation, ça permet d'apprendre à donner du sens, en fait, finalement, à ces déceptions, Complètement. parce que comme tu dis. Eh beh, écoute, Complètement. merci beaucoup Jérôme, c'était très riche, très Eh ben, avec intéressant grand plaisir. et puis, beh, écoute, je te dis à bientôt. Au revoir et merci encore. À très bientôt. Merci.